Alors, bonjour François Durpet. Bonjour. Donc vous venez de participer à ce colloque. Est-ce que vous pouvez résumer le fond de votre intervention? Bon, ce qui est intéressant, c'était de montrer que ce qui avance en France, c'est une sorte de prise de conscience de la question des discriminations comme une question qui est indépendante de la question, par exemple, de l'antiracisme. L'antiracisme, c'est une posture idéologique. La lutte contre la discrimination, quelque chose de concret. Et puis, de la question sociale. C'est-à-dire que très souvent, notamment dans les partis de gauche, on a dilué la question de la discrimination dans la question sociale. Le terme, c'était le vrai racisme, c'est un racisme social. Et souvent, quand vous pointez du doigt la question des discriminations, eh bien, on vous répond, vous êtes en train de racialiser une question sociale. Or, lorsque vous parlez de discrimination à l'embauche et qu'on vous parle du nombre de boursiers, vous pouvez à l'inverse dire qu'on est en train de socialiser la question du racisme. La réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, c'est l'esprit du texte égalité réelle qui sera présenté samedi à la Convention nationale du Parti socialiste, c'est qu'à la fois on traite la question de la discrimination et la question sociale. En un mot, si vous engagez le contribuable français sur une grande politique sociale pour une école qui soit une école qui amène à plus d'égalité, des logements, une politique de la ville, il faut s'assurer par la suite, et plutôt en amont, que si vous reconstituez l'ascenseur social, vous ayez un étage et que cet étage soit ouvert à tous les Français. Alors un autre point qui a été abordé surtout à la fin du colloque, c'est la question d'histoire. Aujourd'hui, bien sûr, on a des hommes politiques qui nous expliquent techniquement comment faire avancer tel ou tel dossier, mais on a une difficulté à se projeter vers l'avenir. La thématique de la journée, c'était un rêve français. Il y a beaucoup de jeunes qui naissent en France, qui sont français et qui n'arrivent pas à se projeter dans un rêve français. Même à 25 ans, ils disent je suis sénégalais ou ils disent je suis martiniquais. Ils confondent le pays d'origine de leurs parents et leur propre pays d'origine, le pays où ils sont nés, c'est-à-dire la France. Alors pourquoi? Parce qu'il y a la question évidemment de l'acceptation de tous, de la délégitimation comme français d'un certain nombre de nos jeunes compatriotes. Notamment les contrôles d'identité. Si vous êtes 8 fois plus contrôlé dans la journée qu'un autre Français, vous pouvez vous dire que vous êtes 8 fois moins Français. Et puis la question de l'histoire, c'est-à-dire que si dans les manuels scolaires, vous êtes de parents vietnamiens et vous êtes français, mais que vous apprenez que Dien Bien Phu est une défaite, vous avez du mal à vous identifier en France. Vous êtes. Alors, oui, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile. On a une histoire qui est complexe, l'histoire de France. Mais je vous donne un exemple. 1789, en août 1789, parce que la question c'est quels sont nos ancêtres. Et si on n'a pas d'ancêtres communs, comment on peut se projeter dans l'avenir? Si on n'a pas de passé commun, comment on peut se construire un présent et un avenir commun? La Troisième République avait ses défauts, mais a réussi à créer du collectif. À partir de Basques et de Bretons, elle a dit nos ancêtres sont les Gaulois. Alors aujourd'hui, c'était l'assimilation et aujourd'hui on ne peut pas faire la même chose. Nos ancêtres les Gaulois, quand vous avez dans des classes des enfants dont les parents sont arabes, berbères ou peuls, vous ne pouvez pas dire nos ancêtres les Gaulois. Alors on a fait un choix qui consiste de ne rien dire du tout. C'est-à-dire qu'on ne dit pas nos ancêtres les Gaulois, c'est faux Mais alors non, ça ne se dit plus dans les classes, ça serait caricatural de dire qu'on dit nos ancêtres les Gaulois. C'est logique qu'on parle des Gaulois, c'était nos ancêtres sur le territoire sur lequel on vit. Mais on ne sait plus inventer un passé, parce que finalement l'enseignement de l'histoire, notamment à l'école primaire, c'est ce que le présent retient du passé et on ne sait plus retenir du passé ce qui fait sens pour l'ensemble d'entre nous. Alors je vous donne un exemple. 1789, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droit. Mais une des premières questions posées aux représentants du peuple français, c'est de dire est-ce que ces droits s'appliquent, par exemple, aux esclaves dans les plantations et dans les colonies? Non, ça ne s'applique pas. Et donc il a fallu attendre 1791, il voulait prolonger la colonisation et l'esclavage. Alors en 1791, les esclaves à Saint-Domingue sont sortis des plantations. Et donc ils ont, par leur résistance, par leur combat, obligé la Convention à Paris à abolir l'esclavage, c'est la première abolition de l'esclavage, et donc ils ont donné corps à l'universel
des droits humains qui fondent notre République. Eh bien, ils sont là, nos ancêtres. Nos ancêtres sont à la fois ceux qui ont posé les principes théoriques des droits, en août, la Déclaration des droits, et ils sont aussi, noirs de Saint-Domingue, ceux qui ont donné corps, donné vie à ces principes. Nos ancêtres étaient dans les tranchées. Ils étaient à la fois sénégalais, alors ils n'avaient pas choisi d'être là pour défendre la France. Mais les Bretons non plus n'avaient pas choisi d'être là pour défendre la France, ni les Basques, ni les Berrichons. Personne n'avait choisi d'être là, mais ils se sont battus. Nos ancêtres sont ceux qui se sont battus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez des moments de notre histoire où vous pouvez dire à la jeunesse d'aujourd'hui, voilà, on a des ancêtres communs. Il y a une polémique sur Napoléon. Est-ce que vous êtes, vous, favorable à ce qu'on le fasse devenir optionnel? Ça paraît un peu gros quand même. Pour le remplacer par, si j'ai bien compris, quelque chose de la culture africaine. Oui, alors ça c'est de la caricature. C'est de la caricature, c'est-à-dire qu'on fait croire qu'on va enlever des sortes de personnages du panthéon national de tout temps, Jeanne d'Arc, Napoléon, et on va faire rentrer une histoire qui est considérée comme une histoire étrangère à la nôtre. Alors, c'est très caricatural. D'abord, il faut que, pour enseigner Napoléon, que ça ait un sens. Ça a un sens, évidemment que ça a un sens d'enseigner Napoléon, mais qu'est-ce qu'on enseigne de Napoléon ? Qu'est-ce qu'on va enseigner de Napoléon? Il faut tout dire de Napoléon. Il faut dire que c'est celui qui a fait le Code civil, mais il faut aussi parler du rétablissement de l'esclavage. Il faut aussi parler de la défection des Polonais de la Grande Armée quand les Polonais s'engagent dans la Grande Armée et pensent défendre la liberté et les principes de la Révolution. Et qu'en face d'eux, ils ont les Haïtiens qui se battent contre le rétablissement de l'esclavage, ils tournent au Kazakh et ils se disent la liberté, elle est du côté du peuple haïtien. Les principes édictés en août 89, ils sont du côté haïtien. Donc si vous voulez, ça veut dire qu'avant Waterloo, il y a eu cette défaite de Napoléon à Haïti. Et là, vous avez des gens qui vont vous dire, oh là là, ça, vous pouvez pas parler de ça parce qu'on peut pas s'intégrer dans un pays s'il n'y a pas. Mais dans un pays, vous n'allez pas raconter que tout a été parfait, tout a été beau, et qu'il y a des pages plus sombres, il y a des pages plus. Et en quoi, d'ailleurs, de dire que les Haïtiens se sont battus, c'est quelque chose qui va faire que la France sera moins fière de son passé. Vous savez, quand vous avez déclaré que les hommes naissaient libres et égaux en droit, vous n'avez pas à avoir peur de votre histoire. Vous n'avez pas à vous dire, oh là là, Mais là, très concrètement, si vous voulez faire sens, vous ne pouvez pas exactement avoir le même récit national que sous la Troisième République. L'histoire, elle est réécrite à chaque génération. Et vous savez, ceux qui disent que l'histoire elle doit être figée, l'histoire... Ce ne sont pas les historiens. Ce sont des gens qui connaissent très mal l'histoire pour penser que... l'histoire, c'est à la fois une science, mais c'est une science humaine. C'est une science humaine. Elle se modifie à chaque fois. C'est-à-dire que... Et puis, exactement, l'histoire que vous enseignez aux enfants, d'ailleurs, c'est pas une transposition didactique de l'enseignement de l'histoire universitaire. Ça veut dire que vous choisissez dans l'histoire les moments qui permettent de créer du sens pour tout le monde. Pourquoi on a exhumé à un moment donné Vercingétorix? Vercingétorix, on l'a laissé vraiment de côté pendant très longtemps, il faisait pas sens. On l'a exhumé parce que ça a eu un sens sous Napoléon III, c'était même pas la Troisième République, c'était sous Napoléon III. Il s'intéressait à César, et puis par ricochet, il s'est intéressé à Vercingétorix. On a commencé à faire des fouilles, etc. Et puis ça a pris sens sous la Troisième République, où on a dû non pas inventer, ces personnages existent, mais on a exhumé Jeanne d'Arc, du Guesclin. Ce sont des choix citoyens. C'est-à-dire qu'on crée, comme le dit Tribala, on fait France à un moment donné pour faire France. Mais pour faire France aujourd'hui, il faut faire différemment. Et il faut donc reconstruire le récit national pour que l'ensemble des citoyens français aujourd'hui se disent, vous savez, si vous ouvrez un manuel scolaire et que dans le manuel scolaire, vous ne vous trouvez pas dans ce manuel scolaire, vous ne visualisez pas que c'est votre histoire, vous vous dites, si cette histoire est étrangère à la mienne, ce pays est étranger. Et je ne suis pas français, alors que vous êtes français. Donc là, la balle, si vous voulez, elle est dans le camp de ceux qui écrivent le récit. Et le fait qu'au 10 mai, qui est une date de la République depuis 10 ans, qui commémore quand même le fait que précisément ces esclaves, qui sont pour certains Français nos ancêtres, et qui symboliquement sont nos ancêtres, vous voyez... Elisabeth Lévy, c'est intéressant ce qu'elle disait. Elle disait, moi je suis pas d'ancêtre celte, moi mes parents sont d'Europe centrale, mais symboliquement,
je veux bien me reconnaître des ancêtres gaulois parce que je veux bien m'intégrer à la France. Alors, et c'était intéressant de dire ça. Alors évidemment, en filigrane, ça voulait dire les Noirs et les Arabes, ils devraient faire la même chose. Alors moi, on peut lui répondre, mais alors, est-ce que symboliquement, vous reconnaissez les ancêtres nègres-marrons qui sont au moins aussi légitimement français que les autres? Est-ce que vous reconnaissez des ancêtres nègres-marrons, ceux qui se sont battus pour que, précisément, la liberté, là, c'était du concret, hein, c'était pas du papier, c'était on sort des plantations. Et donc qui participent à l'universel des droits humains. Vous savez que ce qu'il faut faire aujourd'hui, il y a quelque chose de simple. On parle de désoccidentalisation du monde. Plus qu'une désoccidentalisation du monde, il faudrait faire une désuniversalisation de l'Occident. Ça veut dire quoi, désuniversaliser l'Occident? Ça veut pas dire de dire l'Occident c'est mal, c'est affreux, etc. Pas du tout. C'est de dire l'universel est en tout point du monde. Quand vous dites l'universel est en tout point, ce qui est logique, hein, c'est presque tautologique que l'universel est partout. Il peut pas être dans un lieu, il peut pas être particulier l'universel. Mais si vous dites ça, on vous objecte relativisme des valeurs. On dit ah ben à ce moment-là, vous n'êtes pas d'accord. Vous pensez, est-ce que vous justifiez l'excision, est-ce que vous justifiez le droit, pas du tout. Pas du tout. Parce que ça voudrait dire que si vous remettez en cause le fait que l'Europe et l'Occident sont la mesure du bien et du mal, eh bien vous êtes pour le relativisme des valeurs. C'est totalement absurde. C'est eux qui connaissent mal l'histoire. La princesse Zinga, en Angola, qui était une princesse polyandre, qui avait plein d'hommes, elle a peut-être fait autant pour le droit des femmes que Marie Curie. Ces esclaves jamaïcains qui battent l'armée britannique, Nanny Town, au début du XVIIIe siècle, ils font autant pour les droits humains que les représentants des Français un siècle plus tard, qui posent que l'homme blanc est libre et égaux en droit, ou que les Américains qui créent aussi All Men are created equal, mais il s'agit de men, c'est-à-dire d'hommes, et pas c'est un universel quand même qui est masculin là pour le coup. Donc ça veut dire qu'il faut dire à ces gens qui ont peur, là ils se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer, notre monde s'effondre. Oui, l'Occident a dominé le monde pendant 4 siècles, c'est un fait historique. Mais aujourd'hui, il faut simplement dire ce que disait Jean-Marie Tjibaou, je partage avec les Français la part d'universel de la culture française. Est-ce que le Français partage avec moi la part d'universel de la culture mélanésienne? Alors, deux dernières questions. Donc, sur les questions d'histoire et des manuels scolaires, je pense qu'il y a quand même débat. Est-ce que vous seriez ouvert à un débat avec l'historien là, qui a lancé une pétition pour que, justement, lui dit que Napoléon est devenu optionnel, etc. Nous, on peut organiser ce débat pour vous. Bien sûr, mais bien sûr. Le débat, alors si on peut plus débattre en France, parce qu'il y a eu peu de démocratie républicaine, on peut tout à fait débattre. C'était dans Respect Mag. Oui. Vous avez fait un débat avec Kémy Séba. Oui, tout à fait. Voilà. On rappelle bien. Alors lui il dit que ses propos ont été déformés, vous je sais pas, en tout cas vous déclariez que le métissage est une idéologie raciste, parce qu'elle présupposait qu'il y avait des races. Ah oui, alors le métissage, alors ça me permet de préciser, voilà. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Alors métissage, il y a un paradoxe. D'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a quelque chose d'assez intéressant. Vous vous souvenez le moment où Éric Zemmour, sur un plateau télé, a dit à Rokhaya Diallo, il y a des races, d'ailleurs vous êtes de race noire, je suis de race blanche, et la preuve qu'il y a des races, c'est qu'on dit bien qu'il y a des métis. Alors moi je prends le positionnement complètement inverse. Je suis pour le coup un peu d'accord avec lui, mais de manière complètement inverse. Je lui dis, mais non, il n'y a pas de métis parce qu'il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race humaine. Il n'y a pas de métis pour vous, d'accord. Mais il n'y a pas de métis parce qu'il n'y a pas de race. Il ne peut pas y avoir... on joue sur les mots. Si métis veut dire moitié de race pure, il n'y a pas de métis. Ça n'existe. Il y a de la mixité, il y a de la créolisation, il y a du mélange, il y a tout ce qu'on veut. Mais si vous voulez, si dans la tête des gens, noir c'est une race, blanc c'est une race et métis c'est une c'est un moitié de race, ça c'est faux. Et ça, dire que c'est une idéologie raciste, je sais pas si je le dis comme ça, je pense pas. C'est en tout cas cette idée-là que c'est quelque chose qui est créé. Oui, allez-y. Oui. À l'heure actuelle, ni en France ni aux États-Unis, la société n'a traqué les mentalités colonialistes, ni surtout interrogé les rapports de domination issus de la colonisation, afin de les dépasser et d'aller vers un schéma post-racial. Oui. Elle fait plutôt la part belle à la mythologie des métissages, qui est aussi une idéologie raciste, puisqu'elle part du principe qu'il existe bel et bien des races. Oui, alors je dis même la mythologie du métissage est une idéologie raciste. Je dis pas que le métissage, mais la mythologie du métissage, qui n'est pas tout à fait la même chose. On parle de métissage aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ah mais je suis tout à fait, j'assume complètement ce que je dis. C'est-à-dire que vous avez...
pas parler de métissage ni de métis. Alors, je vais vous dire Quand quelque Yannick chose. Noah chante « Je suis métis », il a Bon, tort selon je vais vous. vous dire, non, il n'y a pas de question d'avoir tort. Ouais. Moi, alors, d'abord, il y a un conseil de lecture. Magnifique ouvrage de Roger Thompson, professeur à l'université Antilles-Guyane. Roger Thompson écrit un livre qui s'appelle La mythologie du métissage. Et dans ce livre, qui est très césarien, hein, il explique précisément que on est dans des sociétés avec une mythologie du métissage. Et dans cette mythologie, c'est-à-dire que c'est formidable, le métissage est extraordinaire, etc. Mais en même temps, il y a pas de baisse des discriminations racistes. Hein. Donc on a, vous pouvez imaginer que au deuxième tour, quand Jean-Marie Le Pen est passé au deuxième tour, Yannick Noah était déjà dans les 3 personnalités les plus aimées des Français. Enfin, vous pouvez avoir la société brésilienne est une société où il y a une mythologie très très forte du métissage. Il y a certaines régions du Brésil où vous avez encore l'esclavage. La Réunion, que je connais un petit peu, est une île où il y a cette mythologie du métissage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme à la Réunion. Donc ça veut dire simplement que, je dis pas que il faut traquer le mot métis et que c'est abominable de dire métis. Je vois bien quand même que le mot métis, c'est quelque chose. Respect Mag, qui était le magazine dans lequel vous faisiez cette déclaration. Mais j'utilise même le terme. Mais j'utilise même, ça m'est même arrivé. Métissée. Mais oui, alors nous on a utilisé le terme de république multiculturelle et post-raciale dans l'ouvrage. Moi j'essaie d'éviter le terme de métissage, je préfère le terme de mixité, de créolisation, parce qu'il y a justement ce risque métis de se dire c'est moitié de 2 races pures, il n'y a pas de race, parce que moi je pense qu'il n'y a pas de race humaine, comme tous les généticiens pensent qu'il n'y a pas de race humaine. Pour une raison simple. Il y a une race humaine. Alors, soit il y a 2 solutions. Soit on dit il y a une race humaine, soit on dit il y a autant de races que d'humains. Hein, parce que c'est-à-dire que soit on dit on a un patrimoine génétique qui est. Alors mais oui, mais précisément, il faut peut-être le dire parce que moi je veux répondre pédagogiquement. Vous savez, j'ai dans une émission de télé il y a peu de temps, j'ai dit qu'il n'y avait pas de race. Bon, et j'ai reçu des mails à n'en plus finir, notamment j'ai vu qu'à Français de souche, un site, un blog, etc. Français de souche, voilà, il s'emportait un petit peu contre moi. Donc moi je réponds de manière pédagogique parce que je me dis qu'il y a des gens qui sincèrement pensent que les races existent. Donc je dis les choses. Les races, bon, elles ont été construites à un certain moment. On a dit voilà, il y a des races humaines parce qu'il y a des patrimoines génétiques différents et il y a, mettons, 4 races, rouge, jaune, blanche et noire. Mais il y a quelque chose, c'est que pour qu'il y ait race, il faut qu'il y ait constance des morphotypes. Or, ça n'existe pas. Aïeux bridé correspond peau blanche quand vous êtes plutôt en Chine et âne, peau plus foncée quand vous êtes plutôt au Cambodge, à je sais pas, cheveux, peau noire, peau marron, peau plus foncée correspond cheveux crépus quand vous êtes je sais pas en Éthiopie ou cheveux plus lisses quand vous êtes en Indonésie. Donc vous n'avez pas, si vous voulez, une permanence des propriétés, des caractères génétiques. Donc vous pouvez pas parler de race simplement. Et donc ça veut, si vous voulez que isoler, mais bien sûr, c'est-à-dire que isoler un caractère phénotypique, c'est-à-dire la couleur de peau, pour le désigner sous le terme de race, c'est-à-dire que jaune, noir, rouge et blanche, ça serait aussi farfelu que de dire on va isoler le facteur de la taille. Donc on va dire qu'il y a la race des grands, on va mettre les Scandinaves, on va mettre je sais pas les Maasai, et puis la race des petits avec les Pygmées, les Mayas, enfin ce que vous voulez. Bon. Moi, ce que je dis, c'est que si vous voulez faire des races, faites des races à partir de l'intérieur de nous, c'est-à-dire des groupes sanguins. Au moins, vous nous sauvez la vie. Faites la race A, la race B, la race O, la race AB. Alors, au moins, on est sûr de se sauver. On ne peut pas transmettre du sang qui n'est pas du même groupe. Du même groupe. Et vous savez que c'est quelque chose de très sérieux parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait tellement une idéologie raciale aux États-Unis que les poches de plasma étaient séparées non pas en groupes sanguins, mais en blanc et noir. Et heureusement, vous avez un médecin entre guillemets noir qui s'appelle Charles Drew, qui a caché les poches de sang pour sauver les gens et qui ont transfusé des blancs avec du sang dit noir, c'était complètement absurde. Lui, il savait bien qu'il n'y avait pas de race. Et voilà, c'est juste ça. Alors pourquoi les gens ont besoin de s'attacher? Alors ce que j'avais dit, qui avait été aussi considéré comme extrêmement choquant, c'est que j'ai dit que le racisme, et c'est pour ça que j'ai dit dans les yeux à Éric Zemmour, vous êtes raciste. J'attends qu'il me fasse un procès. C'est lui qu'on fait des procès aujourd'hui.
donc. Oui, voilà, mais il peut me faire un procès parce que je lui dis vous êtes raciste. Et je lui dis vous êtes raciste parce que vous établissez qu'il y a des races. Et le racisme ne commence pas à la hiérarchisation des races, il commence à l'établissement qu'il y a des races. Bon, et là d'ailleurs, je fais pas ça pour le plaisir qu'il y ait un procès, mais pour qu'il y ait un débat. Hein, c'est intéressant qu'il y ait un débat. Est-ce que le racisme c'est la hiérarchisation des races, ou est-ce que le racisme c'est de dire, de poser, d'établir, Rokhaya, vous êtes de race noire, moi je suis de race blanche. Eh bien, les généticiens et moi. Estimons qu'il n'y a pas de race et que le racisme commence à l'établissement de races. D'ailleurs, vous savez que dans l'histoire, les gens qui établissent qu'il y a les races ne s'arrêtent jamais là. Ils ne s'arrêtent jamais là. Et il y a un projet derrière. Ils établissent jamais. Est-ce que vous soutenez la judiciarisation du débat? Ça, c'est quelque chose. Nous, non, on est contre ça. Non. Si vous voulez, l'idée n'est pas de souhaiter que tout le monde se fasse des procès les uns envers les autres. D'ailleurs, je préfère que s'ils voient la petite vidéo avec Zemmour, on fasse un débat. Hein. C'est beaucoup plus sain dans une démocratie, dans une république, débat, de faire un débat et de dire voilà. De se dire où commence le racisme. Donc voilà, le racisme, est-ce qu'il commence à la hiérarchisation, est-ce qu'il commence à l'établissement qu'il y a des races, d'accord? Mais c'est un débat qui mérite d'être tranché et d'être tranché devant. Parce que vous remarquez que le mot race continue à exister. Il existe dans la Constitution, dans les droits de l'homme de 48. Vous avez en quelle que soit la race. Donc ça veut dire qu'on utilise sans distinction de race. Sans distinction de race. Alors après, de la Constitution de 58. Alors après, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a la race comme génétique qui n'existe pas, et il y a la race comme réalité sociologique. Quand Césaire dit race, ou quand les hispaniques disent la raza, bon, ils ne parlent pas de famille génétique. Hein. Eux parlent de quelque chose précisément face au racisme. Hein. C'est-à-dire l'appropriation de quelque chose face au racisme. Donc c'est vrai que c'est des choses complexes qui méritent plus qu'un procès, un vrai débat à la fois entre intellectuels, mais un vrai débat de société entre les gens. Et je me sens pas, mais bien sûr, mais je me sens pas choqué. Bon, évidemment que vous imaginez bien que dans les mails que je reçois ou dans les choses, il n'y a pas que des choses très gentilles. Ils me disent pas juste vous êtes un bisounours parce que vous pensez. Donc il y a quelques insultes, mais bon, si on met les insultes de côté, je pense que les gens qui ont envie de m'insulter, c'est que derrière, ils estiment réellement qu'ils ont raison et que j'ai tort. Et ça vient peut-être du fait qu'il n'y a pas de débat, justement. Mais bien sûr, parce que comment vous voulez déraciner le fait qu'il y a des races, alors que ça s'est enraciné pendant des siècles. Pendant des siècles, pas pendant 10 siècles, hein, ça a commencé progressivement avec le 16e, 17e siècle, c'est-à-dire sans qu'on parle là du mot race, hein, mais simplement parce qu'on justifiait l'esclavage, il fallait subhumaniser les gens qu'on réduisait en esclavage, et puis après ça s'est défini de manière exactement, oui. Et ça s'est ensuite, au 19e siècle, vous parlez de la Vénus Hottentote, au 19e siècle, les anthropologues racistes qui ont défini la race, etc. Mais vous voyez que d'ailleurs ces anthropologues, c'est très paradoxal leur travail, parce que à longueur de page, ils établissent la diversité humaine. Ils disent on a mesuré les bras, on a mesuré les crânes, on a mesuré les yeux sont écartés de telle manière. Donc en fait, ils font une sorte ils étudient les humains comme des papillons, et finalement, leurs travaux devraient mener à quoi? Devraient mener à l'idée que la nature crée de la diversité. Et après des pages et des pages qui sont parfois intéressantes, etc., de travaux absolument insensés ils établissent qu'il y a 4 races humaines. C'est-à-dire qu'ils ramènent à une homogénéité en fonction d'une couleur, ce qui est complètement farfelu. Et puis derrière, ils disent le noir est vicieux, le noir est fainéant, le noir est embourbé dans la chair, etc. C'est-à-dire le noir est un corps, hein, ce qu'on dit à l'époque de l'esclavage. Est-ce que ce serait raciste, par exemple, de dire qu'il y a un génie noir, par exemple, dans la musique? Ça dépend, c'est ce que je vous ai dit, tout dépend ce qu'on appelle race. Si race est de génétique, c'est effectivement raciste. Si race, c'est pour dire que c'est quelque chose de culturel et de social, alors non. Si vous dites qu'il y a un génie noir parce que vous... Mais dire qu'il y a un génie noir dans la musique, il me semble que Mozart n'était pas noir, c'est quand même assez étonnant. Je pense que il y a bien sûr, de dire, moi l'historien, qu'est-ce qu'il va retenir? Il va retenir, l'historien, que les peuples noirs écrasent
la musique du XXe siècle. Voilà. Vous pouvez dire qu'il y a un génie noir en musique, alors que Vivaldi, Bach, Mozart sont des blancs. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des formes musicales, que la musique évolue et que la musique au XXe siècle devient une musique populaire et devient une musique, et que dans ce cadre-là, pas n'importe quelle musique noire, mais la musique des esclaves à l'origine. Vous parlez du blues, vous parlez du jazz, cette musique, on dirait minoritaire aujourd'hui, mais c'est pas la musique dominante américaine, c'est la musique des dominés, la musique des asservis, eh bien, va conquérir le monde. Et le rock, Chuck Berry, etc. Alors après, bon, les blancs suivent, mais King of Rock, c'est Chuck Berry. Et donc vous avez effectivement là un génie noir dans le sens où de la musique. Mais si vous dites les noirs sautent plus haut ou les noirs vont plus vite aux 100 mètres, génétiquement parlant, alors ça, si vous voulez, c'est intéressant. Il y a un seul blanc qui est récemment en plus qui est descendu en dessous des 10 secondes aux 100 mètres. Alors, ça a beaucoup fait parler. Bien sûr. Est-ce que tous les médias qui disaient c'est un blanc, ils étaient racistes du coup Pas du tout. C'est intéressant. Ils ramenaient ça à la couleur. Et c'est intéressant de ramener ça à la couleur. Mais on peut parler du 100 mètres. Parce que là aussi, c'est un sujet qui immédiatement, il n'y a pas de tabou. Les gens, la plupart des gens, ils se disent 100 mètres. Ils voient que des noirs américains ou des noirs jamaïcains sur 100 mètres. Comment vous voulez qu'ils se disent pas les noirs courent plus vite et c'est génétique? C'est logique, donc il faut en parler, il faut en discuter. Donc, il n'y a pas une réalité quand même physique un peu alors, non, il n'y a pas de réalité. Enfin, il y a des réalités physiques. Que comme si vous êtes d'accord. J'ai lu que les muscles, notamment, étaient plus flexibles. Alors, voilà. Alors, il y a une réalité, c'est que la réalité, elle est qui fait quel sport. C'est très très simple. Vous pouvez dépenser des milliers de dollars dans des labos. Les nouveaux racismes, ils essaient de prouver scientifiquement ce qu'ils avancent, en essayant de prouver que les noirs vont moins vite dans une piscine, qu'ils vont plus vite sur 100 mètres. Mais attendez, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous mettez un Kényan sur 100 mètres. Est-ce que c'est la couleur qui joue? Il y a une différence. Vous me dites, est-ce que c'est le physique qui compte? Je dis oui, c'est une physique, c'est le morphotype. Donc si vous faites 2 mètres et que vous êtes plein de muscles, vous avez plus de chances sur 100 mètres que sur du demi-fond, que sur du fond. Mais pourquoi les Kenyans gagnent sur 3000 et les Éthiopiens sur 5000? Il y a une différence génétique entre les Éthiopiens et les Kenyans sur 3000 et sur 5000? Non! Les Kenyans ont commencé à gagner sur 3000 et au Kenya, vous courez toute la journée pour gagner des 3000. Les Éthiopiens, vous courez toute la journée pour gagner des 5000. Vous alignez sur ces courses-là. Les Jamaïcains, c'est culturel. Les Jamaïcains, j'ai même lu un article disant il y a un gène de sprint aux Antilles, ce qui est quand même extraordinaire, parce que les Antilles, c'est vraiment le lieu où vous avez une telle créolisation que parler de génétique aux Antilles, alors vous avez des populations noires, amérindiennes, européennes, etc. Mais enfin, quand toute l'année, d'abord, regardez la structuration des clubs d'athlétisme aux Antilles. D'ailleurs, pourquoi dans certaines Antilles et pas plutôt dans telle autre? Pourquoi le sprint, parfois antillais, français, s'en sort moins bien certaines années? Tout ça est une dimension qui est culturelle. Évidemment que si vous courez toute l'année sous le soleil, vous avez plus de chances que si vous vous entraînez 2 heures par jour parce que les conditions climatiques font que... Mais regardez, aujourd'hui, au XXIe siècle, ça vole en éclats, ça c'est en train de voler en éclats. Très longtemps, on a dit, oh là là, regardez, par exemple, l'escrime. L'escrime, ça nécessite, je sais pas, une adresse qui est peut-être un talent blanc, etc. Et aujourd'hui, vous avez l'équipe d'escrime afro-américaine, parce qu'il y a un Afro-Américain qui a gagné, tous les petits Afro-Américains se sont dit ah bon, c'est pas un sport de blanc ça, on peut faire de ce sport, et tout d'un coup ils se sont dit ah, c'est très très l'effet mimétique. Et en France pareil, vous avez Laura Flessel. Et tout d'un coup, tous les petits Guadeloupéens et Martiniquais qui se disent on va faire de l'athlétisme, et derrière Laura Flessel, vous avez tous les champions du monde que vous connaissez maintenant, les champions d'Europe de l'équipe de France d'athlétisme. Le tennis, jusqu'à Arthur Ashe, c'est des propriétés, faut être blanc pour être bon au tennis. Et là, vous voyez bien que Yannick Noah se disait mais Arthur Ashe, il se dit mais attends, c'est possible. Yes we can, c'est possible. Un noir peut être, etc. Ça veut dire que oui, en sport, ça serait complètement absurde de dire qu'en sport, il n'y a pas de propriété physique. Mais et c'est pas en relation avec la couleur. Et puis c'est pas surtout en relation avec la couleur. C'est-à-dire que si vous êtes, pour faire simple, vous avez le même morphotype. Si vous êtes blanc aux États-Unis, culturellement, vous faites du football américain. Si vous êtes noir, vous faites du 100 mètres. Bon, il est logique, ou du foot. Donc vous voyez donc que il est logique que, etc. Mais quand vous voyez un petit noir voit à la télé un noir qui est champion de, ça existe peut-être pas encore, je connais pas suffisamment ce sport, de
sur glace, là, le Hockey sur sport glace. de hockey sur glace, hein, eh bien tout d'un coup on va avoir une équipe américaine avec des Noirs américains, alors qu'on s'est dit mais dans les Noirs sur le hockey sur glace, c'est même une blague aux États-Unis que le hockey sur glace c'est Idem pas un en sport de natation, Noirs, voilà, etc. voilà parce qu'il y a, en plus c'est rigolo parce que il y a pas de glace, voilà, on se dit voilà les Noirs et la glace, etc. Ça fait bien rigoler, mais pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est une question culturelle, encore une fois. Simplement, mais regardez, je vais prendre un exemple sur le 100 mètres, on va y revenir. Sur le 100 mètres, bah oui, puis après on s'arrête là. Mais regardez, jusqu'à 1936, jusqu'à 1936, on disait les Noirs sont inférieurs, parce que regardez sur 100 mètres, c'est que des Blancs. Hitler voulait prouver quoi en 36? Il voulait prouver que la race aryenne était supérieure, et Jesse Owens gagne le 100 mètres. Et maintenant, les racistes, ils sont très très malins. Donc ils disaient, vous voyez, il n'y a pas de noirs sur 100 mètres, donc ils sont inférieurs. Maintenant, il n'y a que des noirs sur 100 mètres, donc ils sont inférieurs. En pensée, ils courent plus vite. Vous savez, les racistes, ils sont malins, ils sont futés. Mais la réalité de la vie, c'est, la nature, c'est de la diversité. Et après, c'est le regard qui homogénéise. Et là, merci à Christophe Lemaître, merci à Christophe Lemaître de gagner sur 100 mètres. Merci à Mariam Metella de gagner en natation et d'avoir été championne de France, et donc d'avoir ruiné des labos américains qui dépensent de l'argent pour prouver que les Noirs sont pas capables de nager, que les Noirs sont pas capables, mais qu'en revanche, ils sont capables de courir. Tout ça est une supercherie intellectuelle, c'est pas du tout scientifique, mais en revanche, évidemment, ça nécessite qu'on en parle pour déconstruire nos imaginaires. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, François Durand. Merci.